Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour évoquer avec vous, ou plutôt devant vous, le développement urbain, ses difficultés, ses perspectives. Vous avez engagé un dialogue avec des experts, avec des élus, surtout avec les habitants de Île-de-France. Cette réflexion a naturellement vocation à se poursuivre et à s'approfondir. Mais le débat de cet après-midi vous a permis de faire une première synthèse de ces échanges. Les professionnels de la communication disent, je crois, une restitution. Ah ben alors à ce moment-là, moi je peux pas vous répondre, je suis soumis au droit de réserve. C'est pareil, c'est 8 francs 5. Bienvenue pour cet après-midi qui va être consacré à la conclusion d'une rencontre nationale sur la ville, sur le thème « Habiter, se déplacer, vivre sa ville ». Et j'ai l'honneur, l'avantage de recevoir d'abord Jean-Claude Guessot, ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, qui est un petit peu la cheville ouvrière de cette opération, dont je vous demanderai juste de préciser à la fois comment elle s'est passée, sa fonction, et les résultats que vous attendez de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous avons voulu, disons, le gouvernement a voulu, et j'ai été chargé en quelque sorte d'animer cette volonté, cette démarche, organiser une véritable rencontre citoyenne. Et plutôt que de partir d'une approche simple d'experts ou de spécialistes dont nous avons absolument besoin, nous avons décidé qu'il y ait ce croisement. Nous l'avons fait dans 6 villes de France, Orléans, Perpignan, Nîmes, Lyon, Dijon, Lille, pour voir les problèmes tels qu'ils se posent. Pas tourner autour des questions ou autour du pot. On a des problèmes majeurs en termes de brisure, si je puis dire, du lien entre les populations. Il y a des ségrégations, il y a ce chômage qui tire par le bas, une véritable crise urbaine, mais il y a aussi la voiture. Est-ce qu'on ne va pas vers l'asphyxie si on laisse les choses en l'état? Qu'est-ce qu'on fait avec les transports collectifs, mais aussi les autres formes de déplacement, le vélo, le roller, le piéton? Bref, ce que nous en attendons, c'est justement qu'à l'issue de ces rencontres, il y ait des évolutions, des propositions, des perspectives et des choix qui soient faits pour une ville, disons, du XXIe siècle qui soit plus agréable à vivre. Une partie des habitants qui ont participé à ces rencontres et que vous allez voir dans un instant dans un petit film récapitulatif nous rejoindront. Je viens participer à un forum d'échange et de discussion. Moi je suis venu pour participer. Entendre. C'est ce qu'il faut éviter de faire, de parler de ces problèmes particuliers. En espérant qu'il y aura un bon résultat. En réponse à nos attentes. Ce sera l'ultime débat entre eux et les ministres qui sont là. À la fin de cet après-midi, le Premier ministre Lionel Jospin viendra conclure cette journée en nous présentant la réflexion qu'il tire de cette initiative et les axes de la politique gouvernementale liés aux questions qui auront été évoquées aujourd'hui. Vous allez voir à la fois la richesse, la diversité des échanges qui ont eu lieu dans ces différentes villes. Madame, Monsieur, bonsoir. Après Perpignan, c'est Nîmes qui accueille aujourd'hui le débat sur la ville. Comment voulons-nous vivre la ville demain? La question a été posée à 150 Nîmois dans un film de 30 minutes réalisé par le ministère de l'Équipement. Ce film, accompagné d'un débat citoyen, devrait servir d'outil de travail à l'élaboration d'un nouveau projet gouvernemental. Qu'il y a quelqu'un qui
veut répondre à la question, pourquoi êtes-vous là? On s'est aperçu qu'il y avait des choses qui ont été faites il y a 20 ans, 30 ans, et maintenant on est en train d'en parler de ces choses-là. Je m'appelle Caroline Hinchlar, je travaille dans une banque et je suis là en particulier pour défendre l'avenir de mes enfants. Tant que nos villes ne prendront pas au sérieux et à cœur les problèmes des quartiers, je pense que les choses, on ne peut pas faire sans ces gens-là qui habitent dans ces quartiers. On ne peut pas simplement que faire pour eux. On doit faire avec eux. Bonjour madame. Je vous explique la raison de notre présence. Nous sommes là pour recueillir les attentes de la population de l'agglomération de Lyon, De Lille, Perpignan, Dijon, de Nîmes et des communes environnantes. Après Orléans, Perpignan, Lille, Nîmes, aujourd'hui Dijon. Je fais du vélo, j'aime me déplacer dans Nîmes à vélo. Donc j'aimerais qu'on soit plus protégé des voitures, donc qu'il y ait des pistes cyclables. Se promener en ville en vélo, c'est presque suicidaire. Partir d'un village à un autre, c'est pratiquement impossible. Je pense qu'on pourrait réduire la pollution, on pourrait améliorer la condition physique de tout le monde en proposant des pistes cyclables ou au moins des espaces adaptés pour se déplacer en vélo ou même à pied, en poussette pour toutes les familles sans danger. On construit beaucoup de routes, on construit beaucoup de croisements, d'infrastructures routières. Donc j'ai le sentiment qu'on est dans une agglomération riche qui investit beaucoup pour l'automobile. Alors est-ce que c'est pour son bien-être, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui on parle que d'infrastructures automobiles sur Lyon. Ils veulent mettre le tram, mais ils veulent annuler toute la circulation des voitures en centre-ville. Moi je pense que c'est une erreur de leur part. Si on veut créer de l'emploi, il faut des grandes routes pour les grandes entreprises, pour qu'elles puissent amener leurs marchandises à bon port. Je crois qu'il ne faut pas penser qu'à soi et qu'il faut voir un tout. C'est pour ça que avoir l'avis de tout le monde, c'est une bonne chose. Donc essayer de s'ouvrir en fait. Le tramway est un véhicule tout à fait indiqué pour relier les centres piétonniers aux zones périphériques. Ça existe dans de nombreux pays d'Europe. Pourquoi pas chez nous? Le problème des jeunes en centre-ville, c'est pas trop le problème de les faire venir en centre-ville. Peut-être au contraire qu'ils ont besoin de venir en ville pour voir ce qui s'y passe. Mais les faire venir avec le tramway pour que la bande de l'Argonne vienne régler ses comptes avec la bande de la Source et casser les vitres et casser les vitrines de nos magasins, comme ça arrive. Je voudrais rajouter quelque chose. Quand on parle des enfants de quartier ou quelque chose, il n'y a pas toujours une mauvaise image. Hein. Ça, je pourrais vous le dire. Et si, par exemple, il y a des personnes jeunes de 18 ans ou quelque chose comme ça qui va
en ville, je pourrais vous dire que c'est pas pour voler ou pas pour faire quelque chose, mais pour se promener. Alors je peux vous dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, ils n'ont rien à faire, vous leur donnez pas d'activité, bah c'est normal qu'ils foutent ça. Moi je suis désolée. J'ai pensé à prendre les transports publics parce qu'ils ont fait un parking vers le Zénith pour laisser la voiture et prendre le bus. Mais le bus ne me dépose pas du tout vers où je travaille. Donc si c'est pour reprendre encore un autre bus, donc je continue à prendre la voiture. Comme beaucoup d'Orléanais d'ailleurs. Je prends le bus et ça aussi c'est cher parce que c'est quand même 30 francs des fois. Pour ceux qui habitent à la plage, Argelès-Plage, c'est 30 francs l'aller et 30 francs retour. Ça fait un peu cher aussi. Alors si tu vas à Perpignan, 60 francs la journée, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. Ce qui me tiendra à cœur, c'est qu'on arrête de penser au niveau de la politique des transports de la Courlie, un déplacement qui va toujours du centre vers d'autres lieux, et qu'on arrive à mettre un peu un transport plus ou moins transversal entre, par exemple, je sais pas moi, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Rieux, etc. Au niveau de la Courlie et des décideurs, on s'en moque un peu, quoi, parce qu'on dit que c'est des populations qui ne rapportent pas, etc. Mais en termes d'égalité ou de justice, ne serait-ce au niveau de la morale des transports, c'est quelque chose qui n'est pas normal. J'ai été frappé par la phrase disant que Lyon était une ville coincée. Écoutez, c'est vrai. Lyon est une ville coincée. À Lyon, les gens dorment. Alors ça, il faut essayer de changer les choses. Il faut essayer de changer les choses. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de fête à Lyon. Il y a des fêtes. Les Lyonnais aiment la fête. Et ce matin, nous étions en train de discuter au conseil d'adjoints sur ces problèmes. Et il nous est apparu très clairement que ce qui manque aujourd'hui, c'est une discothèque moderne dans Lyon. Tout à l'heure, vous avez dit que Lyon était une ville coincée. En fait, moi, je ne pense pas qu'elle est coincée, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez le théâtre, vous avez des jeunes troupes, vous avez l'opéra qui est ouverte aux jeunes, vous avez... C'est plus rap, à mon avis, que... La création, ben, évidemment. Mais écoutez, si vous faites trop de rap, je vous montrerai le courrier que le maire reçoit des habitants de Lyon. Et ce que les habitants de Lyon pensent des rappeurs. On dit comme ça, les rappeurs? Ouais. Bon, eh ben, alors vous verrez comment trouver un moyen terme entre les rappeurs, comme vous, je ne sais pas si vous en êtes, et d'autre part, les habitants de Lyon qui disent on veut dormir la nuit. Les centres-villes, ils souffrent parce qu'ils s'étouffent. C'est vrai, ils s'étouffent. Alors, on n'a pas le temps, on ne visite pas nos commerçants dans le centre-ville avec notre voiture. C'est vrai. Ou alors, on fait comme monsieur le maire il a fait. On laisse la voiture en bord et on prend les navettes gratuites. Donc, les centres-villes ne pourront revivre ou ne pourront être vivants que si, en fait, on se donne la peine. Donc, si on revoit l'urbanisme autrement, pas avec des moyens, mais avec de l'esprit. C'est différent. Le problème qui se passe ici et qui est propre à beaucoup d'autres villes, c'est un problème de pôle. Le centre-ville est assez éloigné de la ville active est assez éloignée de la ZUP, donc ça crée une multipolarité. Je crois que ça c'est un problème important parce que la ville est beaucoup trop étendue par rapport à ce qu'elle peut proposer comme animation. Ça veut dire qu'il faut progressivement piétonner, mais c'est pas le tout piéton ou le tout voiture. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est la mort du centre-ville. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'expansion des grandes surfaces périphériques. À travers Perpignan, il y a là, monsieur le ministre, un problème que vous retrouverez dans beaucoup d'autres villes en France. Comment fait-on pour sauvegarder la ville française qui fonctionnait à partir d'un centre où se fabriquait l'économie, la fraternité, se reproduisait la culture? L'idée, c'est de faire en sorte que, comme les problèmes se posent au niveau de l'agglomération, on a senti tout à l'heure qu'il y avait certaines frustrations qui s'exprimaient, eh bien, qu'on essaye de faire en sorte que certaines décisions concernant le développement économique, l'habitat, le logement, les transports, je sais que c'est déjà en partie le cas, mais de plus en plus se prennent à l'échelon pertinent, qui est celui de l'agglomération. Moi, j'ai été témoin de pas mal d'actes de violence en prenant mon bus pour aller jusqu'à Chenauve encore.
Eh ben, j'ai pas arrivé à destination parce que il y a des jeunes qui n'avaient pas poissonné et qui refusaient de payer. Et bon, ils sont partis, ils ont pris des pierres, ils ont détruit le bus. Le bus n'a pas pu démarrer, on a dû rester sur place. Et bon, je pense que c'est pas que à Chenôve, c'est un peu partout dans toutes les agglomérations. Et je sais pas, il faudrait une solution pour ça, quoi. Je vois pas mal de policiers qui viennent maintenant rentrer dans les bus. Je sais pas si c'est vraiment la vraie solution. Il faudrait peut-être plus des jeunes des banlieues qui se font un peu comment dire, voilà, qui soient un peu les grands frères. Je crois qu'on n'a pas prévu du tout ce qui s'est passé en fait. On a fait dans toutes les villes, on a essayé de mettre les gens peu cher et puis maintenant les gens sont entassés et c'est très difficile de revenir en arrière par rapport à ça, je pense. Donc je pense qu'il y a toute une qualité de vie dans ces grands ensembles, même qu'on essaie d'améliorer, mais on n'y arrive plus, je crois. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire sauter des barres, redonner de l'espace. Quand ils monopolisent un jardin, si nous on veut y aller, ils nous rejettent. Donc c'est pas forcément nous les racistes. Donc je sais pas, il faudrait faire un effort de chaque côté. Je sais pas si ça irait mieux si on pouvait. Il faudrait essayer. Ben je sais pas, moi je vous dis, il faudrait 2 stades de roller, 2 stades de foot, 2 stades de piscine, 2. Je sais pas. Et ben comme ça, si on veut pas se mélanger, ben, on a chacun les leurs, chacun de son côté et il n'y a plus d'histoire, quoi. Il n'y a plus de problème. Tout le monde peut sortir. Je pense qu'il y a aussi un problème par rapport au regard que l'on a les uns les autres, certaines communautés, c'est aussi le fait d'avoir ghettoisé carrément, d'avoir fait des ghettos. C'est-à-dire que la source, avant, effectivement, c'était toute une part de la population était mélangée. Au fur et à mesure, on a, je dirais, pratiquement stocké les gens qui avaient des problèmes dans ces zones-là. Il faut qu'il y ait un mélange dans les bâtiments. Il faut que, pour que les jeunes s'intègrent à la société française, il faut qu'ils cohabitent avec les Français. Soit noir ou blanc, il faut qu'on mette tous dans le même bâtiment. 10 noirs au milieu de 30 blancs, 30 blancs au milieu de 15 noirs, il faut qu'il y ait un mélange. Si un blanc il a peur de venir ici, dans le quartier où j'habite, on peut amener, les Maghrébins dans un quartier. Admettons à Kitigny où il y a des Français, un coin tranquille. On essaye leurs enfants, ils vont se mélanger avec les enfants des Français pour avoir la même chance et la même égalité que les autres. À ce moment-là, on va donner le souffle à ces jeunes et les encourager à devenir des hommes et des femmes. Les gens qui, au jour le jour, doivent vivre à côté de gens qui ont des habitudes complètement différentes, une religion différente, des habitudes alimentaires différentes, est-ce qu'ils apprécient vraiment d'être au jour le jour avec des gens différents, qu'ils soient jaunes, blancs ou noirs? Il faudrait que vous vous mélangiez, messieurs, dames. Mais moi, je reste là où je suis. J'aimerais savoir, dans tous les théoriciens, y compris les personnes présentes ici, où ils habitent. Oui. D'accord. Qui pratique la théorie? Il faudrait que la richesse s'étende. Il faudrait que Lyon s'ouvre un peu aux apports des populations nouvelles, en étant moins frileux, je vous dis, sur ces fameuses banlieues et sur les apports de cultures différentes. Eh bien justement, moi je pense que le seul moyen, c'est en intégrant les gens par facilité de circulation. C'est un enrichissement qui se croiserait, un enrichissement des deux côtés, un apport qui serait dans les deux sens. Ce que je trouve frappant, c'est que, ici comme ailleurs, mais ici peut-être encore plus qu'ailleurs, vous avez beaucoup mis l'accent sur cette question, ces problèmes de transport, de circulation, reflètent quelque chose qui est beaucoup plus profond, et qui est que la difficulté du transport est elle-même à l'origine, sinon de ségrégation, du moins d'une faiblesse de la mixité. Alors c'est la mixité selon les origines, comme monsieur le disait tout à l'heure, c'est la mixité sociale, comme madame l'évoquait à un moment donné, et c'est frappant de voir combien vous ressentez ça fortement, c'est-à-dire ce besoin d'avoir dans une ville des gens qui font des choses différentes, qui ont des origines différentes, des cultures différentes, mais proches les uns des autres, et pas répartis en paquets séparés. Ça, c'est une réalité qui doit nous conduire autant que nous le pouvons vers la recherche, et je sais, monsieur le ministre, que vous le souhaitez, d'une certaine mixité sociale. Est-ce qu'elle est vraiment souhaitée de nos concitoyens? Ce n'est pas toujours le cas. Quand je suis arrivé à la mairie de Dijon, il n'y avait pas de logements sociaux au centre-ville. Je dis bien, il n'y en avait pas, sauf des logements sociaux de fait. Et savez-vous que quand j'ai voulu en construire, je pense à la rue Danton, ça a été un des premiers qu'on ait fait
depuis il y en a eu beaucoup, il y a eu une pétition des habitants du centre-ville protestant contre le fait qu'on installait des logements sociaux à 100 mètres de la cathédrale. La grande difficulté, c'est de faire en sorte, effectivement, que les gens s'acceptent les uns les autres, avec leurs différences de culture, différences de vie. Et ça, c'est le grand problème, c'est le problème majeur, me semble-t-il, de la société d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un réel problème de tolérance, en fait, entre les gens qui ont des voitures, les gens qui vont à pied, les immigrés, ceux qui sont là depuis un moment. Je crois qu'il faut absolument... C'est ça aussi la démocratie, c'est le pouvoir qu'on a de tous faire un effort pour vivre ensemble. Et il faut avoir des idées, il faut soi-même se prendre en main. La vie de la cité, c'est nous, quoi. Quelques fragments d'analyse et de témoignages. On continue peut-être avec vous. C'est sûr que de faire des parkings et tout, de tout aménager pour les voitures, c'est pas vraiment terrible dans un petit centre-ville. Donc la seule solution qui serait probable quand même, ça serait de baisser les tarifs des bus et de bloquer l'entrée du centre-ville aux voitures. Mais pour ça, il faut absolument baisser le tarif des bus, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'une grande ville comme Nîmes, 130 000 habitants, plus il y a d'habitants, moins vous en verrez dehors. Parce que la ville est pensée pour la voiture. Le piéton, respiration, vous ne sortez pas, il y a de l'ozone, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Le piéton est l'intrus. C'est-à-dire que les automobilistes vont vous dire « je passais un piéton à traverser ». Alors je dis, un piéton débouche en pleine Crau, en pleine autoroute, vous êtes surpris, d'accord. De même, un taureau peut passer. Ça dépend de ses cornes. On est de Nîmes. Les pistes cyclables, même pas à côté des... Il n'y en a pas, hein, mais quand il y en aurait, même pas à côté des voitures. Parce que les voitures, qu'est-ce qu'elles s'en foutent des pistes cyclables, hein? Alors, pourquoi pas des cheminements comme à la Grande Motte, des cheminements autres, ça serait difficile. Mais au moins dans les voies nouvelles. Bon, voilà. Alors, la ville, pensons l'aménagement pour les piétons, les vélos, les rollers en priorité, et secondairement les voitures. Dominique Voynet. J'entends un certain nombre d'entre vous dire « baissons le coût pour l'individu, pour l'usager des transports collectifs. Prenons en compte les problèmes sociaux. Prenons en compte le fait qu'on ne peut pas aller acheter dans les petites boutiques du centre-ville et que si on va dans les supermarchés de périphérie, c'est aussi parce qu'on y est obligé. J'entends ça. En même temps, je suis convaincue qu'une autre façon de raisonner peut permettre de redistribuer les cartes. Ce que je constate, moi, depuis toujours, et ce que je vérifie au ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, c'est qu'il ne faut pas opposer la qualité de l'environnement et la qualité de la vie aux problèmes sociaux. C'est les plus pauvres, c'est les plus précaires qui vivent dans les environnements les plus dégradés. En gros, les Français, ils demandent plutôt des investissements de proximité, des choses qui améliorent leur vie quotidienne, plutôt que des 2x2 voies et des autoroutes. Et au moment où nous, on discute de budget, de contrat de plan avec les élus, ils ne sont pas contre les voies ferrées. Ils ne sont pas contre les transports collectifs, si c'est en plus des routes, hein. Et je constate que les équipements de prestige très lourds qui s'inaugurent, et où on coupe le ruban, ils continuent à prendre toute la place. Donc non seulement on a adapté depuis 30 ans la ville et la voiture, mais on continue. À un moment donné, je pense qu'il faudra qu'on regarde aussi en face un certain nombre d'additions, et puis qu'on fasse des choix collectivement. Et moi j'ai apprécié l'intervention de ceux qui disaient finalement ce qui nous manque, c'est des lieux de parole, des lieux d'expression. Même si ça n'aboutit pas toujours, en tout cas, ça fait toujours du bien aux élus qui entendent ce que vous avez à dire. Cela me paraît aussi nous amener à réfléchir sur ce qu'attendent nos concitoyens aujourd'hui. Ils sont usagers, ils savent qu'ils sont contribuables, mais ils veulent autre chose aussi. Ils veulent la parole et ils ne veulent pas monter forcément dans la cabine de pilotage et prendre les manettes, mais ils veulent au moins connaître le tableau de bord. Ils sont prêts à entrer dans les problématiques. Comment arriver à modifier les choses, à les améliorer? Il faudrait essayer de désenclaver d'abord les cités. Il faudrait essayer de construire moins du béton et plus de petites maisons. Bien sûr, c'est possible, hein, plus de petites maisons sociales. Un logement social plutôt que des grandes barres de béton, comme ça qu'il y a beaucoup de concentration de personnes désœuvrées, quoi. Ça amène de l'insécurité. Déjà, si le gouvernement pourrait faire des petites maisons, je suis sûr que ça coûterait peut-être moins cher que des grandes cités de béton, hein. Des petites maisons comme ça, disséminées à droite à gauche, ce serait mieux déjà.
que je souhaite avec beaucoup d'autres, c'est qu'au niveau du logement social, on contraigne les municipalités de l'Ouest lyonnais à respecter la construction de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on équilibre que l'équilibre socio-professionnel des populations soit mieux réparti dans l'agglomération. Il est inadmissible que tout le logement social, depuis des années, repose sur les communes du sud-est lyonnais. Il faudra le faire sauter, ce verrou, si on veut véritablement équilibrer le développement de l'agglomération. Moi, je pense que le logement social a beaucoup de problèmes à régler. Je pense que d'ailleurs, de manière un tout petit peu injuste, on vient de le dire, on lui fait supporter beaucoup de choses. C'est vrai qu'un certain nombre de grands ensembles ont été construits dans les années 60. Ils répondaient à une demande réelle. Ce que nous faisons aujourd'hui dans la dentelle des petits programmes de 25 ou 30 logements, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Et si on peut le payer, c'est aussi parce que, malgré la crise, la société est plus riche et donc peut se permettre d'avoir ces programmes qui soient beaucoup mieux insérés dans le centre-ville. Le problème de l'équilibre de peuplement, moi, me paraît tout à fait important. Ce que l'on a assisté depuis notamment une dizaine d'années, c'est non seulement à une paupérisation de la population qui occupe les HLM, mais également à une paupérisation de la demande de ceux qui expriment le souhait d'habiter en HLM. Comme maire d'une commune de 27 000 habitants qui connaît ces difficultés, je refuse systématiquement aujourd'hui des grandes structures de logement social pour préférer soit de la réhabilitation de logements anciens et qui s'intègrent dans un quartier où il y a moins de difficultés ou pas de difficultés du tout, et là on fait fonctionner l'intégration. C'est aussi le problème du peuplement, c'est aussi le problème d'une société multiraciale avec des fonctionnements différents. Et il y a le problème de l'acceptation de l'autre qui est réel. Mais il y a une seule règle qui me paraît fondamentale, c'est le respect de la loi. Et c'est plus un sentiment d'injustice aujourd'hui qui fait que les gens ont une réserve par rapport au fait d'avoir du logement social dans leur quartier, dans leur ville. Il faudra un moment pour éviter que la délinquance, même si elle ne ressort pas beaucoup, et vous avez raison, le discours sécuritaire, et c'est une opinion personnelle, ne me paraît pas adapté. Par contre, assurer la sécurité du citoyen me paraît fondamental. Et c'est à ce prix-là, et au prix de la justice et d'une justice qui sera rendue, qu'on retrouvera ce ciment social entre les gens, qu'on retrouvera cette mixité sur des lieux communs, que peut être des espaces publics, que peut être la rue. Sur le problème de la diversité du peuplement dans le patrimoine locatif HLM, social, HLM pour faire court, on essaye d'augmenter la part des ménages français qui sont éligibles, pour reprendre le terme, qui peuvent être admis dans ce patrimoine. On était, il y a 2 ans, à 54%. Avec les dernières mesures prises, on va passer à 65%. Est-ce que cela veut dire que sur les 11% de plus, on trouvera beaucoup de candidats? La réponse n'est pas acquise d'avance. Deuxième point sur lequel je vais rebondir, c'est celui de la qualité urbaine. Il est quand même extrêmement fréquent que dans nos villes, les meilleurs matériaux soient employés au centre et qu'au fur et à mesure où on s'éloigne du centre, on achète des matériaux de moindre valeur, de moindre qualité. C'est à peu près systématique. Il y a beaucoup plus de goudron quand on s'éloigne, beaucoup plus de pavés quand on approche du centre. Il y a des éclairages publics qui ont des qualités différentes, chacun s'en rend compte, et même les espaces verts. Leur fleurissement est beaucoup plus intense dans certains quartiers traditionnellement considérés comme centraux, et puis il y a beaucoup moins de fleurs au fur et à mesure où on s'éloigne. Si on veut que la citoyenneté soit vécue dans sa dimension d'égalité, il y a un gros effort à faire pour qu'il y ait une sorte d'égalité de traitement en qualité d'aménagement entre tous les quartiers. Et là, je crois qu'on pourra redonner une attractivité à des quartiers sur lesquels pèse une image négative parce qu'on s'est habitué à être moins bien traité qu'ailleurs. Sur ces thèmes, vous vouliez intervenir? Oui. Pour qu'on puisse bien y vivre, il faut que ça se fasse, que la réflexion se fasse à travers la démocratie participative, c'est-à-dire qu'on sollicite les gens et qu'ensemble, dans nos quartiers, au quotidien, et pas seulement dans des grandes occasions comme aujourd'hui, tous les ans,
tous les mois, qu'on écoute Tous les les jours. gens, tous les jours, qu'on écoute les... Enfin, tous les jours, c'est difficile, après on bosse, on dort. On constate une différence dans le temps du citoyen et du politique. En général, lorsque on donne une idée pour faire un parc en face de chez soi, il est fait 10 ans plus tard, et donc le projet qui était réfléchi pour les gosses, il est plus valable. Et ça prend du temps, et les gens après sont là et n'ont plus envie de participer. Et il faut, je crois, d'abord s'attaquer à cette pratique qui sclérose un petit peu les relations entre le citoyen et ceux qui décident. Tous les gens qui ont participé autour de moi à ces ateliers que nous avons faits après la consultation des habitants ont, je crois, été très satisfaits de la méthode. Je dirais, pour faire une analogie, nous sommes un peu les experts à prendre connaissance de cette réalité sociale à travers des enquêtes, à travers des papiers, des écrits. C'est un petit peu comme un architecte qui, avant de construire, voit les plans, les cartes, etc. S'il n'allait pas sur le terrain, bien entendu, il ne ferait pas une œuvre tout à fait sensible. Ça serait un crime de ne pas répondre positivement à ces gens que nous avons entendus et disant nous voulons nous intégrer, mais si vous nous laissez entasser, empiler dans nos cités, nous ne pouvons pas le faire. Et nos enfants ont encore plus de mal que nous à le faire. Nous devons répondre à cela, et pour répondre à cela, il n'y a qu'une seule manière, c'est l'avis de tout le monde. Il faut un nouveau saut qualitatif dans tout ce qui est la ville. Au sujet de la mixité des populations, je pense que c'est une belle utopie. C'est vrai que ça serait très bien que tout le monde vive ensemble, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais pour pouvoir vivre ensemble, il faut que les gens veuillent, aient la volonté de vivre ensemble, et la volonté de suivre un certain règlement. Pensent qu'ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Que s'ils vivent ensemble, ils ont donc la volonté de ne pas déranger le voisin, de se mettre... nous vivons dans une société républicaine avec des lois. Pourquoi les gens n'acceptent pas de vivre ensemble? C'est parce qu'ils savent que très bien que certains ne veulent pas suivre les lois. Qui est contre la mixité? Moi, je ne trouve personne qui soit finalement contre la mixité. Mais si je me plante devant une barre HLM de ma ville, où il y a beaucoup de gens qui vont mal, beaucoup plus mal qu'avant, c'est vrai, beaucoup de vacances, et que je mets une grande pancarte « mixité sociale », qui est-ce qui va venir? Comme a dit quelqu'un tout à l'heure, ce n'est même pas ceux qui font les discours sur la mixité sociale. Alors, concrètement, on peut s'en sortir, je crois, mais avec beaucoup d'ambition, parce que les choses ne vont pas bien. Et les choses ne vont pas bien, ça fait 20 ans qu'il y a une politique de la ville, on a tous beaucoup bossé pour cette politique de la ville, il y a plus de ségrégation qu'il y a 20 ans, il y en a plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 5 ans. C'est la vérité. Donc je crois qu'il faut changer de cap, de politique, avoir peut-être beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'ambition. On ne va pas s'en sortir en continuant avec une politique réparatrice qui va soigner. Il faut continuer à soigner, il faut continuer à réparer, il faut s'occuper du quotidien. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut refaire des quartiers, qu'il faut refaire des morceaux de ville, qu'il faut reconquérir une nouvelle urbanité, qu'il faut recomposer des quartiers, des espaces agréables où on ait envie de vivre et qu'il faut dire que tout le monde a droit à la qualité dans l'habitat. C'est très bien de faire de la mixité aussi avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Je trouve qu'on en fait déjà beaucoup. Je voudrais soulever aussi le problème que nous on rencontre dans notre région, c'est le problème de l'emploi. Voilà. Alors, construire des locaux pour ces personnes qui viennent nous voir, d'accord, il faut être accueillant aussi, mais quand on voit qu'on nous prend beaucoup de ce qu'on a déjà donné, jusqu'où on va aller, quoi. Moi, je suis à la recherche d'emploi depuis que je suis revenue de l'étranger, parce que pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles, parce que je ne trouvais pas de travail dans mon département. Je ne veux pas que ça aille jusqu'au point où ces personnes viendront s'acclimater et réclamer quelque chose qu'on ne peut pas leur donner parce que nous-mêmes, les Français, on ne peut pas l'avoir. Moi, je trouve que la mixité en France, c'est ce qui fait la beauté de la France. Et voilà, c'est tout. Et pour en revenir à quelque chose qui concerne le logement, plutôt. Donc moi, j'habite un petit village
de la banlieue lyonnaise qui ont eu une très bonne idée, c'est d'intégrer des tout petits logements sociaux de 2 étages sans abîmer la campagne. Donc il y a 4 petits immeubles de 2 étages, rien n'a été abîmé autour de nous, nous avons des lotissements, nous avons des champs en face de nous où il y a des vaches, il y a une mixité bien sûr, mais tout se passe à merveille. Et il faudrait peut-être que les petits villages aux alentours des grandes villes puissent penser à ça. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'échange qui vient de s'établir, c'est de voir comment, lorsque l'on parle de la ville, tout de suite, les différents intervenants s'animent. Et d'une certaine manière, ça répond à la première question que vous avez posée à la fois à Jean-Claude Guessot et au panel, c'est de dire est-ce que c'est une réunion et puis rendez-vous plus tard. Non. Si nous voulons les uns et les autres construire ces villes citoyennes, ces territoires solidaires du XXIe siècle, c'est un travail de chaque instant. Et d'une certaine manière, on voit bien les efforts qui devront être faits par les uns et par les autres. Bâtir de la ville solidaire, c'est un vrai projet de société, parce qu'on voit bien que ce ne sont pas les élus qui ont la réponse, ce ne sont pas les technocrates qui ont la réponse, et ce n'est pas la population, chacun dans son coin. Bâtir la ville citoyenne, c'est accepter d'affronter des paris les uns les autres. C'est une volonté de chacun. Lorsqu'on dit mixité urbaine, mixité sociale, on sait que ça veut dire qu'il faut accepter de vivre nos différences, il faut accepter de s'enrichir de nos différences. Il ne faut plus avoir des comportements comme ce que l'on peut constater quelquefois, c'est le handicapé, bien sûr, dans ma ville, mais chez l'autre. La voie routière, bien sûr, dans ma ville, mais chez le voisin. Les logements sociaux, bien sûr, partout, mais pas à côté de chez moi, parce que ça ferait baisser le prix de mon pavillon. La mixité urbaine, la mixité sociale, comme tous les enjeux de la ville, c'est un vrai projet de société, parce que c'est une société du tous ensemble par rapport au chacun pour soi. Lionel Jospin nous rejoint, va s'installer au pupitre. Je propose, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez bien, que Jean-Claude Guessot vous rappelle les grandes lignes de la consultation et avant de vous céder lui-même la parole. Des choses des fois complexes, contradictoires, des opinions ont été formulées. Il s'est dégagé quand même l'idée que nous étions face à des chantiers énormes, si je puis dire, devant nous pour changer la donne, que la ségrégation spatiale, sociale soit combattue, que le problème de l'automobile, c'est venu très très fort, c'est-à-dire des transports collectifs, et pas simplement des transports collectifs, mais également de la place du vélo, de la place des piétons. Le lien social a été une des dimensions les plus fortes, y compris avec quelquefois des approches très fortes, ne serait-ce que j'ai souvenir dans certaines villes où on a posé le problème du regard de l'un par rapport à l'autre, comment on est regardé, comment on regarde l'autre en fonction de telle ou telle différence ou telle origine. Votre présence témoigne non seulement que tout ce qui s'est dit et fait durant ces 3-4 mois n'a pas été simplement la volonté de faire un affichage ou de faire parler pour faire parler, mais qu'il y ait une suite. C'est aussi un appel fort qui est venu de l'expression de tous les citoyens. Je vous passe donc tout de suite la parole. Rénover la politique urbaine est donc une nécessité. C'est une nécessité pour renouer le lien social, dont parlait Jean-Claude Guessot à l'instant. Nous avons inscrit dans la loi en 1990 déjà l'objectif de mixité sociale. Il est aujourd'hui urgent de nous donner les moyens de le mettre en œuvre. Nous ne pouvons en effet laisser le tissu urbain se déchirer irrémédiablement. Une nouvelle politique urbaine doit se fonder sur des principes clairs, solidarité, cohérence, citoyenneté. Solidarité entre les villes, solidarité dans les villes, solidarité dans les quartiers. Les agglomérations doivent devenir l'échelon où l'ensemble des problèmes urbains sont appréhendés. Les centres doivent redevenir le lieu où tous se croisent et se rencontrent. Le logement social doit fonctionner de façon plus solidaire. Une citoyenneté retrouvée, car la politique urbaine sollicite la mobilisation de tous.
L'État doit prendre ses responsabilités, en partenariat avec les collectivités locales, avec les associations et surtout avec les citoyens eux-mêmes. C'est loin d'être la voie de la facilité, car organiser la concertation, c'est appeler à une responsabilité plus grande de chacun, à une conception exigeante de la vie en commun. C'est pourquoi le gouvernement met au service du développement urbain une politique globale. Nous avons dégagé de nouveaux moyens pour la ville. L'effort consenti par la puissance publique a augmenté de 30% en 1999. Le ministre délégué à la ville, Claude Barthelone, conclura bientôt la prochaine génération de contrats de ville. Un programme ambitieux de renouvellement urbain est en préparation dans les secteurs qui nécessitent de façon urgente l'intervention des pouvoirs publics. Le gouvernement offre un cadre nouveau aux politiques urbaines. La loi sur l'intercommunalité qu'a préparée le ministre de l'Intérieur et sur laquelle le Sénat et l'Assemblée nationale viennent de s'accorder, ce qui n'est pas si fréquent. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, cette loi fait de l'agglomération l'espace pertinent pour ces politiques. La ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Dominique Voynet, prépare, au-delà des contrats de plan qui formeront un support approprié pour le financement de nombreuses opérations, des contrats d'agglomération, afin de mettre en œuvre de façon coordonnée des actions d'aménagement, de restructuration et d'équipement. Le programme d'action gouvernementale pour la ville et les transports rassemblera les mesures nécessaires. Les dispositions législatives en seront préparées à l'initiative du ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement et du secrétaire d'État au Logement, Louis Besson. Mesdames et messieurs, c'est dans la durée que nous apprécierons les effets de ces mesures ou de ces intentions. Il faudra compter avec l'inertie des structures de nos villes, comme avec l'inertie des habitudes. Nous devrons donc faire preuve de patience et de détermination, car il s'agit de mieux connaître vos attentes et d'appréhender globalement les problèmes. Dans la conduite de cette action, qui sera un grand chantier du gouvernement pour la fin de l'année et tout au long de l'année 2000, j'ai pleine confiance en Jean-Claude Guessot. La concertation inaugurée par ces rencontres s'inscrit naturellement dans les principes d'action de ce gouvernement. C'est avec vous que seront mises en œuvre les nouvelles politiques urbaines pour transformer le cadre de votre vie quotidienne. C'est pourquoi je souhaite que vous soyez nombreux à vous y engager. Je vous remercie.